On a tous des amis qui aiment les jeux, mais probablement pas autant que nous. Donc pour ça, ça nous prend des jeux grand public. Et aujourd'hui, j'ai une belle vidéo à vous montrer. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour une autre vidéo top 6 des jeux de 2021. Alors ce n'est pas ma première vidéo sur les jeux de 2021, d'ailleurs je profite de cette occasion de pouvoir sortir un paquet de tops différents pour vous parler de plus de jeux encore. C'est vraiment mon petit subterfuge, je vous ai produit il y a pas si longtemps que ça mes surprises, mais là aujourd'hui je vais vous parler de mes jeux grand public de 2021. Alors premièrement, comme d'habitude, lorsque je commence une vidéo, j'explique un peu les barèmes. Donc premièrement, je tiens à dire que le 2021, la petite boîte du 2021, je me base sur le site internet Board Game Geek. Je sais, bon, il y a des jeux des fois, ils sont sortis, ils vont sortir en 2022, la version française est arrivée une autre fois. Donc, pour simplifier toute la chose, je me suis vraiment basé sur les jeux qui sont listés de 2021. Et là, grand public. Ça a été assez difficile de trouver le bon mot, de trouver l'espèce de bonne appellation parce que c'est tout le temps différent pour tout le monde un peu. Je dirais que à force de jouer à des jeux, on se rend compte qu'il y a il y a des niveaux, il y a des joueurs qui sont des joueurs très avancés, des joueurs qui aiment plus les jeux plus légers, et c'est correct comme ça. Donc, grand public, ça veut pas être péjoratif, c'est au contraire des jeux qu'on peut présenter à pratiquement n'importe qui. Vous savez, les gens qui aiment les jeux, mais qui jouent probablement moins que nous autres. Donc, c'est des jeux qu'on peut facilement présenter à pratiquement n'importe qui. Des jeux qui sont familiaux, qui sont pas trop complexes, avec justement une difficulté quand même assez raisonnable. Donc, c'est certain, c'est pas des jeux pour enfants non plus, mais c'est des jeux qui sont habituellement plus légers et qui vont être parfaits pour pouvoir commencer une soirée, des fois, pour des gamers. Mais là, je veux savoir également dans les commentaires quels sont vos jeux que j'appelle grand public. Et là, encore une fois, bon, je dis grand public, ça peut être des jeux qui sont accueillants, des jeux qui sont, on appelle ça des fois des gateway games, peut-être des jeux prochain niveau, quoi que je suis allé dans la section un peu plus léger, mais c'est des jeux qui, essentiellement, on pourrait les présenter à pratiquement n'importe qui et ils pourraient avoir du plaisir. Donc, encore une fois, marquez-le dans les commentaires, je suis très curieux de voir quels sont vos jeux grand public favoris. Mais là, trêve de bavardage, on est parti pour le top 6. Numéro 6. En 6e place, ça a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup de petits jeux qui n'ont pas nécessairement fait leur grosse marque, mais que je trouvais intéressants. Mais j'ai choisi le jeu Dollars to Donuts. Alors, premièrement, c'est un jeu de collection, donc on va tenter de collectionner des petits beignes, et pour ce faire, on va ramasser des tuiles. Et là, les tuiles, on va les placer, c'est des grandes tuiles, et on va les placer sur un plateau de jeu, de manière à réussir à agencer des fois des côtés de beignes. Donc, si on réussit à faire un beigne complet, donc 2 moitiés, on prend le beigne, et ces beignes-là vont servir pour pouvoir remplir des commandes envers différents clients. C'est un jeu tellement simple, tellement rien de surprenant, rien de vraiment nouveau dans ce jeu-là, mais ça marche. On collectionne des beignes, le jeu est très coloré, la couverture du jeu est tout à fait délicieuse, vous la voyez là, dans le coin là, c'est absolument délicieux, mais le jeu nous propose également du beau matériel. Donc ça reste un jeu très léger, ça reste un jeu qui est facile à sortir sur la table. Malheureusement, il n'y a pas de version française du jeu, mais comme je dis, c'est vraiment un jeu très très simple. Mais encore une fois, qui dit simple dit pas nécessairement pas amusant. J'ai joué beaucoup de parties de ce jeu-là. J'ai trouvé ça toujours le fun. Les gens aiment ça. C'est un jeu coloré. Ça donne faim aussi. Mais je dirais que pour ma part, Dollars to Donuts fait vraiment plein de petites choses très intéressantes. Et malgré le fait qu'ultimement, on va toujours juste collectionner des tuiles pour pouvoir agencer des morceaux de beignes, mais ça réussit à faire la job quand même. Numéro 5. En 5e place, c'est un petit jeu à 2 joueurs qui s'appelle Great Plains. Alors, Great Plains est un jeu de positionnement, donc de contrôle de territoire, si on veut, parce que à notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un des membres de notre tribu. Là, chaque joueur a sa tribu, il y a les serpents et il y a les renards, et lorsque c'est notre tour, on va devoir placer un membre de notre tribu sur le plateau de jeu. Maintenant, c'est assez simple, les règles de placement sont les suivantes, on doit le placer à côté d'un autre membre de tribu qu'on a déjà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tenter de remplir certains espaces. Et là, sur le plateau de jeu, on va placer, en fait, on ne déplace pas parce qu'on place tout le temps nos petits membres et on va devoir contrôler différentes zones. Et là, lorsqu'on va tomber sur certaines cases, on va pouvoir retirer des jetons d'animaux qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Donc, par exemple, de pouvoir placer notre prochain
2 cases à côté, de pouvoir déplacer l'autre joueur, de pouvoir également passer par-dessus les montagnes. Et là, on a une espèce d'accès de petit côté de positionnement qui est tellement intéressant. C'est un jeu qui se joue en 10-15 minutes tout au plus. Lorsqu'on finit une partie, on a juste envie de dire « Hey, on en fait-tu une autre? » Donc, c'est vraiment simple. Beaucoup de rejouabilité. Les plateaux vont toujours être à des endroits différents et on va devoir se placer. Donc, on va vraiment devoir penser à quelles zones qui vont marquer le plus de points, essayer de bloquer notre adversaire, d'aller chercher les jetons, les petits tokens. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs avec les petits tokens, c'est qu'il y en a simplement 3 de chaque sorte. Donc, il y a les 3 chevaux, les 3 aigles et les 3 ours. Et si jamais un joueur les conserve, ils sont plus disponibles. Donc, même si l'autre joueur place un marqueur de manière à en retirer un, ben, il pourra pas en prendre un. Donc, on a une espèce de petit côté de vraiment qu'on doit essayer de gérer ça aussi, une économie fermée que j'appellerais. Ça reste tellement facile à présenter, tellement facile à jouer et tellement surprenamment amusant. Donc, c'est un jeu qui a passé proche de faire mon top de mes surprises parce que je m'attendais tellement à rien quand j'ai vu ce jeu-là et j'ai été très surpris, mais c'est quand même un jeu que je considère grand public et si jamais ça vous intéresse, je l'invite à jeter un coup d'œil. Numéro 4. En 4e place, c'est le jeu Llama-Land. Alors, premièrement, Llama-Land est un jeu d'un designer qui s'appelle Phil Walker Harding, un designer que j'adore. Donc, c'est un designer qui est sorti entre autres le jeu Gizmos, également Baron Park, Gingerbread House, mais vraiment un paquet de petits jeux intéressants, des petits casse-têtes qui sont grand public, mais qui sont toujours intéressants. Llama-Land, pour sa part, est un jeu de placement de tuiles. Donc, on va devoir placer des tuiles et lorsqu'on va recouvrir certains symboles, on va pouvoir retirer des ressources et des bonus. Le but étant de pouvoir payer ces ressources-là pour pouvoir attirer des lamas. Les lamas qu'on va prendre, on va les placer sur notre petit plateau de jeu. Mais ce qui rend le jeu vraiment génial, c'est qu'on place le plateau et après ça, on va commencer à construire en hauteur de manière à toujours construire à différents étages parce qu'il va y avoir des objectifs qui vont nous demander de construire un certain nombre, de placer un certain nombre de lamas à un certain nombre d'étages. Donc, on a une espèce de petit côté puzzle, 3 dimensions, essayer de placer ça, de placer nos choses, retirer des ressources en même temps, la course aux objectifs. Un jeu qui passe tellement bien. Donc, certains, le matériel, la couverture est très vivante, on s'entend. Mais c'est un petit jeu que j'adore jouer. J'ai vraiment aimé toutes les parties que j'ai fait. C'est un jeu qui est facile à enseigner et qui va faire en sorte que les gens vont se creuser la tête, mais il n'y a pas beaucoup d'interactions négatives envers les autres joueurs. Mis à part la course aux objectifs, qu'on peut aller essayer de prendre un objectif avant l'autre joueur, en fait, de marquer plus de points sur cet objectif-là. Sinon, il n'y a pas beaucoup de tensions négatives. Et savez-vous quoi? Pour des jeux grand public, là, ce que j'appelle grand public, je pense que le fait de pas avoir trop de tensions négatives vient vraiment donner un petit côté zen au jeu, un petit côté tranquille. Donc, vous savez, il y a des gens qui aiment ça, des jeux plus de leur côté, qui font leurs affaires, qu'on n'est pas constamment en train de mettre des bâtons dans les roues des autres. Les gens veulent construire leur petit plateau et après ça, lorsqu'on finit la partie, on regarde le plateau et parce que moi, je suis satisfait. Là. Je suis comme, c'est cool, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à placer là. Hey, c'est pas évident, j'ai réussi à monter au 4e étage. Donc, c'est vraiment un petit jeu très sympathique, Llama-Land. Numéro 3. En 3e place, c'est le jeu Meadows. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au courant des dernières années, c'est une tendance qu'on commence à avoir des jeux avec un thème de nature, donc des thèmes très zen, et d'ailleurs, c'est probablement le sujet d'une de mes futures vidéos top 6. Que voulez-vous, j'aime ça faire des tops de manière à vous parler d'une tonne de jeux différents. Mais je reviens à Meadows, qui est un jeu de collection de cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir construire un tableau, et là, les cartes qu'on va prendre, qu'on va placer, on va les placer de manière à recouvrir certains icônes. Donc, le petit vert, éventuellement pour avoir un papillon, le papillon va devoir remplacer, aller sur une carte avec un petit verre. Et là, il y a une espèce de système, une espèce d'écologie qui va se faire avec nos icônes de manière à fabriquer un beau tableau. C'est difficile à expliquer, mais certaines cartes vont nécessiter d'autres cartes. Et là, on va devoir les placer. Ça devient une espèce de petit casse-tête. Ce qui rend le jeu encore plus intéressant, c'est qu'il utilise un système de collection un peu comme le jeu Quadropolis. Alors, c'est un système où il va y avoir une grille de cartes et on va pouvoir placer des marqueurs et on va prendre la carte. Donc, exemple, le marqueur 3, je le placerai ici dans cette colonne-là, dans cette rangée-là. Je vais prendre la 3e carte à partir du bord. Et là, après ça, bon, si jamais je voudrais une carte, je pourrais le placer en bas. Et là, on va toujours calculer un nombre de cases. Et là, on va avoir un certain nombre de marqueurs limités. Ces marqueurs-là peuvent également servir pour pouvoir faire des pouvoirs spéciaux. Et on va placer nos cartes ensuite. Et là, on va toujours avoir un paquet de prérequis. Donc, c'est vraiment un jeu où on va construire notre main en disant, bon, OK, je vais essayer de réussir à avoir ça pour pouvoir jouer ça, pour éventuellement jouer ça. Et là, on a une espèce de petit système de chaîne comme ça de ressources qui va se faire. Et là, plus le jeu avance et plus ces ressources-là vont évoluer un peu parce qu'on a différents points cardinaux qu'on va avoir qui vont mettre les cartes.
Un jeu absolument magnifique, un petit casse-tête intéressant, un jeu très zen, on se le cachera pas, c'est super zen comme jeu. Bon, encore une fois, on peut voler les cartes des autres joueurs, mais sinon, on va vraiment t'appeler à construire notre petit tableau. Et juste pour ça, je trouve ça le fun de voir un peu là, grandir, on prend des paysages, on les place comme ça, et là, on a une espèce de plein de petites choses qu'on peut faire avec le jeu. Donc, Meadows, en plus d'être un jeu absolument magnifique, c'est un jeu que j'ai trouvé très, très intéressant. Numéro 2. En deuxième place, Seven Wonders Architect. Alors, premièrement, je tiens à vous le dire, je le sais, bon, il y a la grosse franchise de Seven Wonders. Je ne suis pas un fan de Seven Wonders, l'original. Et pourquoi? Pas parce que c'est un mauvais jeu, c'est parce que j'ai beaucoup trop joué. Donc, j'ai vraiment joué énormément à ce jeu-là et je me suis vraiment tanné. Je suis pas un fan non plus de Seven Wonders Duel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent. Moi, j'étais plus ou moins un fan. Et lorsque j'ai vu Seven Wonders Architect arriver, je me suis dit, bon, c'est quoi? Est-ce que c'est une extension? Non, c'est vraiment un jeu à part entière. Ils ont profité probablement de la licence Seven Wonders pour pouvoir essayer de pondre un jeu. Mais je crois que c'est le jeu grand public par excellence. Donc, il arrive en deuxième, mais ça aurait fort probablement pu être le premier également, parce que c'est un jeu qu'on peut sortir avec n'importe qui. N'importe qui. Même des gens qui ont pratiquement jamais joué à des jeux modernes. On ouvre la boîte. Les boîtes, premièrement, le matériel est vraiment super. Il vient avec des petites boîtes à l'intérieur, des petits trays qui sont fermés, qui contiennent chacune des civilisations, si on veut, des merveilles qu'on peut pouvoir construire. Et on passe simplement une boîte à un joueur. Et voilà! Tu peux l'ouvrir, regarder un peu qu'est-ce que c'est. Je t'explique ça en 2 minutes et on commence à jouer. Donc, Seven Wonders Architect est un jeu de draft de cartes où on va devoir tenter de construire des merveilles. Et là, ce qui est intéressant, la petite twist, c'est contrairement à beaucoup de jeux de draft qu'on va prendre une carte et on va passer, on va avoir un deck de cartes à gauche, un deck de cartes à droite. Et là, à notre tour, on va simplement piger des cartes soit à gauche, soit à droite, ou des cartes qui sont visibles d'ailleurs, en passant, ou une carte mystère au milieu. Très, très simple. Et là, ces cartes-là vont servir pour pouvoir, bon, aller acheter des jetons de science qui vont nous donner des bonus, aller chercher des fois des icônes de guerre qui vont nous permettre de pouvoir faire la guerre avec les autres joueurs. Mais là, encore une fois, on n'est pas agressif, on brise rien des autres joueurs, on fait juste comparer notre puissance militaire avec les voisins et on obtient des points de victoire. Et là, construire notre merveille va nous donner des points de victoire. On peut faire des points de victoire avec des cartes bleues qui vont nous donner, encore une fois, des choses. Il y a plein de petits éléments comme ça. C'est tellement facile à expliquer et c'est vraiment un jeu génial. Je sais, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais c'est beaucoup trop simple. » Non, oui, c'est simple, mais ça prend des jeux comme ça. C'est pas tout le monde qui a envie de jouer à des méga gros jeux. Puis encore une fois, si on me le demande, je jouerai pas 50 parties de suite de Seven Wonders Architect, mais je trouve que si on veut accueillir quelqu'un dans le hobby, c'est un jeu comme ça qui est parfait parce que le matériel est beau, ça s'explique rapidement. Les parties sont pas trop longues, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont intimidés par des parties longues. Et tandis que là, les tours sont rapides et les gens, après avoir joué une première partie, ont juste envie de dire, écoute, est-ce qu'on rejoue? Le jeu se joue de 2 à 7 joueurs de manière super bien. J'ai pas joué à 7 joueurs, mais j'ai joué à 2, 3, 4 et à chaque fois là, c'est vraiment bien. Bon, à chaque fois. 2 joueurs, c'est probablement pas la meilleure configuration, je tiens à vous le dire tout de suite, mais 3, 4 joueurs et même plus là, j'ai pas eu l'occasion de jouer à 5, 6 ou 7, mais il reste que ça se joue très bien. C'est vraiment agréable. Seven Wonders Architect est une vraie petite pépite pour les nouveaux amateurs du hobby et je sais encore une fois qu'il va pas plaire à tout le monde. Certains, justement, le trouvent trop banal. Ben moi, c'est le contraire. Je trouve que c'est vraiment parfait pour faire le montrer à des nouveaux joueurs. C'est vraiment le jeu par excellence. Numéro 1. Ah, le numéro 1. Vous savez, j'ai encensé beaucoup Seven Wonders Architect en numéro 2 et c'était même pas la première place. Le jeu que je vais vous parler, Cascadia. Alors, Cascadia, au début, j'étais même pas trop sûr. Bon, les gens font le parallèle à cause de la même compagnie avec Calico. Je tiens à dire que j'ai vraiment préféré Cascadia. Calico, j'ai joué 1 ou 2 fois. Je n'ai pas été si impressionné que ça. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est correct. Cascadia reprend encore une fois le thème de la nature, on l'a vu avec Meadows et beaucoup de jeux qui sont sortis dans les dernières années, mais c'est un jeu de placement de tuiles. Donc on va placer des tuiles avec différents terrains et on va devoir placer des petits jetons d'animaux également. Ce qui est intéressant, c'est que les animaux vont marquer des points différents à chaque partie. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a 4 cartes différentes, donc il y a 4 aigles et là selon l'aigle choisi, ça va être une certaine configuration de points de victoire qu'on va faire. Donc selon les animaux qui ont été choisis, donc on a une espèce de petit puzzle à faire avec nos tuiles, qu'on va devoir tenter de créer des grands terrains de même type qui vont nous marquer des points, mais également de placer des jetons d'animaux. Et là, chacune des tuiles a des certaines restrictions pour les jetons qu'on peut placer, et ça devient un petit casse-tête très intéressant. Mais ce qui fait en sorte qu'il est numéro 1 sur ma liste, c'est que c'est vraiment un jeu, encore une fois, un jeu très zen, et un jeu qui
qui est attirant. On le voit, on voit les belles couleurs, les beaux jetons. Et c'est niaiseux, les petits jetons sont en bois. Ça aurait pu être des petits tokens en carton. Ça aurait probablement fait pas nécessairement la même chose, mais ça aurait pu faire l'affaire. Mais là, ils sont allés avec des beaux jetons en bois. Donc, c'est vraiment beau. On place nos tuiles. Donc, des petites tuiles de 3 cases. On essaie de placer ça le mieux qu'on peut. Placer nos animaux, de marquer des points. Faire des majorités également là, pour les plus grands terrains, des choses comme ça. Donc, on a vraiment plein de petites choses à penser dans un puzzle de perception spatiale que j'appelle. On espère de placer les choses comme le mieux qu'on peut pour marquer des points. Et ce genre de petit jeu-là, ça passe toujours bien. Des petits puzzles comme ça, c'est très accueillant. Les gens aiment ça. Et je trouve que Cascadia, même dans toute la liste que je vous ai nommée, là, Cascadia est un jeu, là, je dirais jamais non à une partie. J'en ai joué des fois plusieurs de suite. Donc c'est un jeu qui est accueillant, oui, mais qui reste tellement intéressant pour les gamers. Ça reste un petit puzzle, même en mode solo. C'est un puzzle qui est très intéressant. Donc Cascadia, un jeu qui a beaucoup d'éloges de ma part, mais que voulez-vous, hein, c'est la raison pour laquelle il est en numéro 1 de mes jeux grand public favoris de 2021. Et voilà, ça fait le tour de ma vidéo. Et là, comme je vous ai demandé auparavant, j'aimerais savoir, vous, dans les commentaires, quels sont vos jeux grand public de 2021. Et encore une fois, ça peut être ma définition de grand public était la mienne, mais vous pouvez faire votre propre définition. Qu'est-ce que vous considérez comme étant un jeu grand public? Donc, gênez-vous pas, je trouve ça toujours le fun de pouvoir vous lire, de pouvoir vous répondre, de pouvoir interagir avec vous. C'est ce qui fait la beauté de la chaîne. C'est justement toute cette belle camaraderie-là qu'on peut avoir dans les commentaires. Essayer de découvrir également des jeux, hein, parce que c'est pas tous les jeux qu'on joue. Là. Moi, j'ai joué à beaucoup de jeux de 2021. Lorsque j'ai fait ma liste, il m'en restait quelques-uns que j'aurais peut-être aimé essayer, mais que voulez-vous, on peut pas tous les essayer. J'essaye, mais ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est toujours agréable, justement, de pouvoir découvrir une tonne de nouveaux jeux. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec mes multiples tops que je fais sur un paquet de sujets différents. Donc, je vous ai pas encore parlé de mes jeux favoris de 2021. Ça devrait venir éventuellement dans les prochains temps sur la chaîne. J'ai encore un petit jeu ou deux que j'aimerais peut-être essayer avant de finaliser ma liste. Mais sinon, je commence à être pas pire. J'ai fait une liste qui était à 25, là, je l'ai descendu, là, je suis rendu avec 15, et là, je pense que je vais m'enligner peut-être vers un top, bon, d'habitude, je fais des top 6, peut-être même un top 10, là, pour l'an 2021, peut-être faire de quoi d'un peu plus spécial, parce que j'ai tellement de jeux que je veux vous parler, et malgré le fait que j'ai déjà fait mon top de mes surprises, mon top de mes jeux grand public, mais que voulez-vous? Il y a tellement de bons jeux à vous parler. Donc, c'était Sylvain, pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine!